Alors, bonjour, mesdames et messieurs, c'est Linda Loisel de CTRB. Je suis ici à la chapelle Culte-d'Air avec Madame Élise Miron, qui est aquarelliste et qui a commencé un vernissage le dimanche qu'on vient de partir, là, le 8 juin, qui dure jusqu'au 27 juin. Alors, on invite les gens à y venir et on va faire de plus en plus connaissance avec Mme Miron. Bonjour, premièrement. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Belle journée aujourd'hui, oui. C'est la première fois, je pense, que vous venez à Berthierville pour un vernissage. Oui, pour une exposition, un vernissage, oui. OK. C'est très, comme vous avez pu voir, c'est très, comment on dit ça en anglais, cosy, là. C'est un endroit très c'est intime, c'est charmant, c'est tout petit, mais confortable. La lumière est belle. C'est un très, très bel endroit. Bon, OK. Vous avez fait beaucoup d'expérimentation au niveau des arts. Je parle des études techniques. Vous avez expérimenté plusieurs médiums comme l'acrylique, la peinture à l'huile, le pastel, le fusain. Vous êtes passé un petit peu partout, même la sculpture. Pourquoi l'aquarelle? Parce que l'aquarelle, bon, c'est un des médiums qui est supposé être les plus difficiles à maîtriser. Par contre, à partir du temps où tu arrives à un certain degré de maîtrise de l'aquarelle, c'est celui qui t'offre le plus grand nombre de possibilités. Tout ce que tu peux faire, tu peux vouloir faire. Écoute, à l'aquarelle, tu peux vraiment tout faire. OK. Tu as la transparence, la lumière qui est magnifique quand tu peins à l'aquarelle. Tu n'as pas d'opacité. Tu peux superposer des couleurs. On peut superposer des couleurs, on peut les mélanger ensemble. Et avec mes dernières expérimentations, on peut aussi arriver à changer de sorte de support pour peindre. Alors, il n'y a pas que le papier, on peut peindre sur maçonnette, on peut peindre sur de la toile. Et on peut aussi arriver avec différents finis, comme avec de l'époxy, par exemple. OK. Alors, pourquoi l'aquarelle? Pour toutes ces belles raisons-là, effectivement. Et puis comme j'ai peint avec tous les autres médiums précédemment, l'aquarelle, j'avais l'impression d'avoir un défi à relever aussi à chaque fois. Un peu comme un funambule qui s'embarque sur le fil et puis il ne sait jamais quand est-ce que c'est qu'il va tomber, en bas. Bien, moi, c'est un peu ça, l'aquarelle. C'est toujours du nouveau aussi. C'est toujours du nouveau. C'est comme de l'improvisation. Effectivement, tu commences, tu ne sais jamais comment ça va finir d'une fois à l'autre. Donc, je trouve que c'est un intérêt particulier pour moi, l'aquarelle, à cause de ça. C'est de très bonnes raisons. Vous avez eu un professeur qui venait de Paris, j'ai lu ça. Est-ce qu'ils ont des techniques différentes d'enseignement ou c'est pas mal tout standard? Au niveau de l'enseignement, c'est pas mal la même chose. Ils ont des façons de peindre ou de voir qui sont un peu différentes de les nôtres. Disons que nous, ici, on subit beaucoup les influences des Américains. Oui. Alors, tandis que là-bas, bien, c'est typiquement européen. Ils ne peignent pas avec le même contraste de valeur que nous. Ils peignent beaucoup plus dans le flou que nous. OK. Alors, c'est un petit peu différent. Vous voulez dire que la peinture est moins précise? C'est moins précis, effectivement. OK. Alors, je vous dirais qu'ici, on a un grand maître qui a été... beaucoup Jean-Paul Ladouceur, qui a beaucoup fait pour faire connaître l'aquarelle ici au Québec. Là-bas, je dirais que c'est beaucoup Jean-Louis Morel, qui était un Français là-bas et puis qui peint vraiment, lui, dans le trait... C'était la sommité dans ce Oui, effectivement. Et depuis qu'on voit beaucoup Jean-Louis Morel, bien, on voit beaucoup d'autres artistes qui viennent à sa suite et on comprend les influences d'où elles viennent. On a toujours des gens qui sont là pour nous influencer un peu. Effectivement. Après ça, on y va selon notre personnalité. On développe par après, mais au départ, à un moment donné, la personne qui te montre comment, bon, ben veut pas, on en garde... des petites parcelles, c'est normal. Parcelles, c'est normal aussi. Là, vous me parlez des gens qui viennent de Paris, Vous venez d'où? Vous êtes d'où, vous? Moi, je suis plus du côté nord-américain. Je ne suis pas tellement européenne. OK. Mais vous avez vécu où? Vous avez vécu à Montréal? Ah, OK. Dans ce sens-là, bien, moi, je suis native de la Rive-Sud de Montréal, de Ville-Sainte-Catherine. OK. Et puis, ça fait 32 ans peut-être que je vis sur la Rive-Nord de Montréal. OK. Alors, j'ai fait différents endroits, là, entre Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Marguerite, puis là, maintenant, c'est Saint-Colomban.
Mais, Et votre peinture, j'imagine tous les paysages autour de ça, effectivement, ça a dû avoir de l'influence ça l'a sur vous, influencé là. beaucoup, dépendant des régions où j'habitais. Et ce qu'il y avait à peindre, là, les années où j'ai habité à Sainte-Anne-des-Plaines, je faisais beaucoup de nature morte parce que le paysage est plutôt plat. Ouais. Ensuite de ça, bien, quand j'ai habité Sainte-Marguerite, écoute, là, c'est magnifique le paysage, les rivières, les montagnes à peindre, le paysage, c'est vraiment super intéressant. Puis là, maintenant, Saint-Colomban, bien, je dirais qu'il y a un peu de paysage, mais avec les nouvelles techniques que j'ai développées pour peindre, bien, c'est plus en atelier. Ah, OK. Alors, je reviens plus, je développe davantage, là, justement, la symbolique pour peindre et puis... OK. On va en parler un petit peu plus tard, Ouais. ça, de la symbolique, parce que c'est facile de l'expliquer, mais c'est plaisant de la voir aussi Oui, sous nos effectivement. yeux. Dans les années 90, vous avez fait des ateliers un peu partout. Vous avez eu les galeries Manceau de Joliette, ça vous dit quelque chose? Ça? Oui, Vous avez effectivement. fait ça, l'atelier des jardins de Sainte-Barthe. En tout cas, là, je ne peux pas toutes les nommer parce que vous en avez fait beaucoup, là. Vous avez fait même votre propre atelier, Élise Miron. Oui. C'est quoi la différence d'avoir son atelier et de participer à un atelier, à d'autres ateliers comme celle que je vous ai nommée ou d'autres? Oui, bien, disons que les participants qui viennent à mon atelier pour suivre un cours, Oui. ils ont un avantage certain sur quand j'enseigne ailleurs. Oui. C'est qu'ils ont droit à une bibliothèque, à une manne d'informations que je ne peux pas traîner Non, avec moi chaque fois que je vais c'est ça. enseigner ailleurs. Alors, c'est sûr que les cours sont intéressants ailleurs aussi, mais quand ils viennent chez moi, bon, le temps que le travail est en train de sécher, ils peuvent toujours aller dans la bibliothèque, avoir des références. Ils ont aussi le premier œil sur tout le travail que je fais. Oui. Alors, Oui, c'est ça. ils peuvent poser des questions. Souvent, quand j'enseigne ailleurs, le cours est vraiment orienté Oui. d'une façon très précise, tandis que chez moi, bien, ça peut prendre toutes sortes de directions, dépendant des étudiants, de leur intérêt puis de ce qu'ils veulent apprendre aussi. Oui. Mais vous ne pouvez pas non plus tout traîner Non. votre panoplie de... Ah non, 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 il y en a trop. Écoute, j'ai des Aujourd'hui, sur bibliothèques. Internet, on peut quand même essayer d'en montrer un petit peu, comme vous nous en avez envoyé, des petites esquisses, là. Ouais. J'imagine que vous pouvez peut-être faire ça avec nos étudiants. Moins, mais par contre, la somme d'informations qu'il y a Ouais. dans la bibliothèque, ça Ça se transporte ça se transporte pas. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'œuvre corporative? Parce que vous avez eu des contrats comme ça, entre autres pour Bourdois, Marchand d'art. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que c'est pour Ben, les gens aussi. Des offres corporatives, c'est des commandes qu'on a. OK. Pour différentes compagnies, par exemple. Alors, je sais pas, j'ai fait, par exemple, un gros contrat corporatif à un moment donné pour la compagnie Sico. Sico, les peintures Oui, Sico. oui. Alors, ben, eux autres, ils choisissent un thème en particulier, puis ils disent, bon, ben là, j'aimerais ça avoir tant de tableaux pour une occasion particulière. Alors, disons qu'ils fêtaient les 150 ans, on va dire, de la compagnie. Bon, bien, il y a une grande fête qui est organisée et ils veulent offrir à chacun des participants de cette fête-là un petit souvenir. Donc, ils vont commander soit des gravures, soit des petites œuvres originales. Alors, j'avais souvent des contrats corporatifs qui ont cette dimension-là. J'ai appris beaucoup, moi, à faire des œuvres corporatives comme ça. Oui. Parce que souvent, Mais ça vous sort de votre créneau aussi un peu, là. Hein? Oui, ça sort un peu du créneau de ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'un autre côté, ça t'oblige à focusser sur quelque chose de très précis. Il faut que tu rendes la marchandise. Oui. Tu as un temps très court. Il y a un deadline, comme on dit. Un deadline qui est souvent très serré pour le faire et tu es obligé de développer des techniques que tu n'utilises pas nécessairement dans ta production normale pour arriver à faire ces œuvres-là, arriver dans le deadline et puis que l'œuvre soit intéressante. Oui. Alors, J'imagine que le petit hamster doit tourner un petit peu il tourne sans arrêt. Les heures, écoute, tu comptes pas le nombre d'heures dans une journée, mais supposons qu'on te commande, bon, pour Sico, c'était des fleurs. Mais si on me commande 150 tableaux, ça prend 150 fleurs différentes. Oui. Et avec des couleurs différentes, il faut que ça se tienne, il faut que ce soit
représentatifs un de l'autre. Faut quand même que tu aies un petit peu de métier pour faire ça. En tout cas, si tu n'en as pas suffisamment, tu l'apprends. Tu apprends sur le tas, comme Effectivement, mais j'ai trouvé ça très instructif de faire ça. Oui. Vous avez été organisatrice, présidente d'exposition de la Société canadienne de l'aquarelle au Palais des Congrès de Montréal. Quel genre de responsabilité ça contient, ça, d'être directrice, d'être... C'est quoi votre plus grosse responsabilité que vous aviez à faire? En fait, au moment où j'ai pris cette responsabilité-là, il fallait trouver un nouveau lieu pour installer l'exposition. Ce qui n'était pas évident parce que, comme la Société canadienne d'aquarelle, c'est un organisme à but non lucratif, on n'avait pas beaucoup de moyens, bien sûr, pour pouvoir être capable de le faire. Et probablement dans ma toute grande innocence, je me suis dit, quel lieu plus extraordinaire que le Palais des Congrès pour organiser ça et de convaincre les gens du Palais des Congrès, avec le peu de moyens qu'on avait pour le faire, de nous laisser nous installer au Palais des Congrès pour faire une exposition comme ça. Et ça a été Parce que c'est énorme, hein, le Palais des Congrès. Oui, c'est quelque chose et c'est pas nécessairement gratuit. Et ils ont été très ouverts, très respectueux de ce qu'on leur offrait. Et ça a été le début d'une série d'expositions vraiment intéressantes après. Comme les démonstrations sur place, ça se faisait pas avant. On a commencé à faire ça là, entre autres. Les gens venaient tous les jours pour rencontrer des artistes différents, discuter avec eux autres, voir quelle formation ils avaient, comment ils travaillaient, parce qu'il y avait des démonstrations de peinture sur place. Alors, ça a été... Avant, ça se faisait pas, mais ça a vraiment été le début de ça. Puis maintenant, ça se fait... couramment. Donc, ça vous a fait découvrir autre chose aussi, là? C'était une grosse responsabilité. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai étudié avec Jean-Paul Ladouceur, entre autres choses, puis il disait toujours, si tu y crois, ça va arriver. J'y ai cru bien fort, cette fois-là. C'est comme dans n'importe quoi, hein? Effectivement. Faut être très positif. Vous avez été par la suite conseillère directrice artistique. Vous avez rencontré d'autres artistes dans vos ateliers d'art et tout ça. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont marqué plus que d'autres, sans vouloir diminuer les autres, là? Mais des fois, il y en a avec qui on a plus d'atomes crochus ou qui nous attirent plus. Est-ce qu'il y en a là, des formes artistiques qui vous ont plus attiré? Moi, je vous dirais qu'il y a deux artistes qui ont beaucoup marqué ma vie à venir jusqu'à maintenant. Il y a Jean-Paul Ladouceur, qui a été mon mentor pendant quelques années. Et pour qui j'avais énormément de respect. C'est un gars qui avait tellement d'ouverture d'esprit, qui avait une générosité du cœur hors du commun. Ce personnage-là a beaucoup marqué ma vie. Ensuite, et c'est d'ailleurs grâce à lui si j'ai continué par après, parce que... Il est toujours vivant, ce monsieur? Non, il est décédé. Parce que là, je vous écoutais parler au passé, là. Non, il est décédé maintenant, M. Ladouceur. Et il y a eu Jean-Paul Riopel. Oh! Jean-Paul Riopel pour la folie qu'il avait dans sa tête, pour son excentricité, pour sa joie de vivre, pour sa façon d'embarquer dans des projets. C'était un être d'exception aussi. Oui. On dit des fois le génie est proche de la folie. Hein? C'est un petit peu ça, là, quand que les gens sortent des idées un petit peu, comme on dit québécois, flyées. Je dirais pas ça. C'est un gars qui était plus sérieux, qui était plus profond qu'on croit. Oui, c'est ça. Il a fait une carrière bien... C'est sûr que dans n'importe quelle carrière, à un moment donné, ça dépend toujours des gens qu'on rencontre, de ceux qui croisent notre chemin. Il y a des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des fois, c'est plus difficile à ouvrir. Jean-Paul Riopel a eu la chance dans sa vie de croiser les bonnes personnes au bon moment. Ça fait toute la différence. Ça fait aussi toute la différence. Ça a été un grand peintre. Il aurait été un grand peintre de toute façon. Alors, le talent était là. Le talent était là, mais il y avait une personnalité vraiment flamboyante, ce personnage-là. Alors, pour ça, je l'admirais beaucoup.
Il y a eu plusieurs symposiums dans toute votre carrière, partout au Québec, puis en dehors du Canada. Donc, vous avez mentionné la Tunisie. Est-ce que c'est un pays qui vous a inspiré, ça, au niveau artistique, ou si c'était pas plus inspirant qu'un autre pays ou que le Canada? Je dirais que c'est différent. C'est vraiment différent, la Tunisie. Disons qu'ils n'ont pas une expérience artistique au même titre qu'en Amérique ou qu'en Europe. Ils ont plus une expérience artisanale qu'artistique. Les cours d'art se donnent dans les universités, ça fait pas si longtemps que ça. Alors, je dirais que c'est en voie de développement. Tandis qu'ici, bon, ben, ou même en Europe, les cours d'art... oui, mais il y a des grands peintres qui viennent d'Europe depuis des siècles et des siècles. Tandis que en Tunisie, ben, c'est autre chose. Ils ont comme une envie de s'ouvrir sur le monde. Ouais. Alors, ils ont une grande ouverture à ce niveau-là présentement. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui font en sorte que c'est pas si facile que ça. C'est plus facile pour eux autres de recevoir les gens chez eux que pour eux de s'expatrier, d'aller ailleurs. Mais ça a été intéressant de rencontrer cette nouvelle génération d'artistes à naître. Bien, c'est toujours intéressant de voir les mœurs d'autres pays, comment ils voient l'art. Des fois, c'est très différent de nous, des fois, ça se ressemble. Avec les années, vous avez fait des éditions d'œuvres littéraires. Donc, vous m'aviez parlé tantôt, puis on va vous le montrer tout à l'heure. J'espère que la caméra va pouvoir capter des peintures pour Félix Leclerc, les écrits de Félix Leclerc, puis une autre sur comment vous appelez ça? Les îles du Saint-Laurent. Les îles du Saint-Laurent. C'est venu comment, ça? C'est quelqu'un qui vous a approché pour vous demander de faire ça? Au moment où j'ai eu l'offre pour présenter, en fait, des dossiers, parce que ça se fait toujours par présentation de dossiers, on venait de m'offrir un article dans la revue Magasinard. Et Jacques Latulippe, qui est directeur du magazine, à un moment donné, bon, comme on avait eu une belle entente, il dit « il y a des projets qui s'en viennent, si tu as envie de présenter un dossier, alors il dit « je t'invite à le faire ». Et pour Félix Leclerc, on présentait 2 œuvres, il y en a une des 2 qui a été sélectionnée. Et pour les îles du Saint-Laurent, bien, ça a été la même chose, là. Alors, il y a une œuvre qui avait été sélectionnée pour ça aussi. Alors, c'est souvent au gré des rencontres là, que ces choses-là Ils vous ont immortalisé dans un livre. Non, mais c'est bien. Oui, non, écoute, c'est vraiment une chance. C'est un honneur pour vous aussi. Effectivement. La dernière exposition, en 2007, il s'est passé quoi de spécial? Est-ce quelque chose de spécial qui s'est passé depuis ce temps-là? J'ai continué, j'ai fait moins d'expositions comme celle que je fais ici présentement depuis 2007. Parce que j'avais ouvert ma galerie d'art à Sainte-Marguerite. Ça me prenait énormément de temps, d'énergie aussi pour faire vivre là, ce projet-là dans ma vie. Mais j'ai pas arrêté d'exposer pour autant. J'ai continué de peindre, j'ai continué de faire de la production et j'exposais toujours en galerie quand même. Disons que les expositions comme celle que je fais présentement, c'est toujours difficile. Ça va faire partie d'une période de notre vie. Puis après ça, bon, on les met un petit peu de côté parce que, bon, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'organiser ça. Et c'est souvent aussi coûteux. Il y a toujours des coûts qui viennent avec ça. C'est toujours ça le problème. Effectivement. Puis au début, c'était le fun, c'était intéressant, mais maintenant, des symposiums, ce genre d'événements-là, il y en a partout. C'est ça. Alors, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un village qui n'a pas son symposium quelque part. Alors, c'est moins nouveau que ça l'était. C'est ça. Alors, c'est un peu moins intéressant pour les artistes qui ont plus d'expérience de faire ce genre d'événements-là présentement. Là, je vais vous poser une question. Je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Votre peintre préféré, je pense que vous avez dit, c'était M. Ladouceur. Est-ce que vous en avez d'autres qui seraient des peintres qui sont décédés, mais qui ne vous ont pas nécessairement connus, que vous n'avez pas connus, mais qui vous attiraient un peu? Disons qu'il y a certaines périodes que je trouve intéressantes, là. Matisse, Van Gogh, toute cette période-là, je trouve qu'il y a eu une explosion à ce moment-là
de la vie artistique qui était différente parce que précédemment, les artistes vivaient de commandites. Alors, ils étaient commandités par le clergé la plupart du temps, qui commandait des œuvres ou des portraits de la monarchie. Tandis qu'après ça, les artistes ont pris la clé des champs, si je peux dire. Alors, ça a été le début des peintres d'extérieur. C'est vraiment une période, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, la période des impressionnistes, entre entre autres. créatrice, mais qui était probablement très difficile pour ces artistes-là, oui, effectivement. Parce que précédemment, ils étaient payés pour produire des œuvres et là, ils devaient absolument produire des œuvres et trouver moyen et se vendre aussi par la même occasion, ce qui n'est pas évident. mais ça a été vraiment, je trouve, une explosion de la vie artistique qui nous rejoint plus, qui a ouvert les portes à ce qu'on est, nous, aujourd'hui. Oui. Les couleurs, mis à part de les mettre sur papier ou sur toile, est-ce que ça a une influence dans votre vie, autour de vous, dans le quotidien? Moi, je dirais que oui. Excusez-moi, je vais vous enlever oui, hein? C'est agaçant. Je dirais que oui. Par le biais de l'enseignement, écoute, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, dont la couleur, entre autres. C'est curieux quand les étudiants arrivent, les participants des ateliers arrivent une journée avec un chandail bleu. Souvent, la couleur dominante de l'œuvre, ça va être le bleu. Oui, c'est comme si cette journée-là, ça rentre dans l'ambiance, ça rentre dans l'atmosphère, ça rentre dans l'émotion. Quelqu'un qui arrive bien en rouge, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de rouge. Les couleurs vont être très chaudes sur le tableau. C'est presque immanquable. Ça a une influence directe. Alors, l'environnement dans lequel on vit aussi, disons que chez nous, c'est des teintes qui sont assez neutres, qui sont plutôt chaudes. Et vous allez voir que les œuvres, c'est plutôt dans des teintes chaudes. Ça ressemble à ça aussi. C'est ce que vous êtes, finalement. Effectivement. Ça ne peut pas être autrement. Non, ça vous décrit. Est-ce que vous préférez la solitude pour créer? Parce que tantôt, on a visité, on va aller voir un petit peu tout à l'heure aussi les œuvres, mais est-ce que ça vous prend de la tranquillité, de la paix, les oiseaux et tout le petit kit là, Oui, disons que quand je suis dans l'atelier, j'aime pas trop être dérangée. Okay. Bon, je vais répondre au téléphone, je vais faire d'autres choses, oui, c'est correct. Mais quand je rentre et souvent, les gens qui sont près de moi, qui m'entourent, quand il y a quelque chose qui mijote, qu'il y a un tableau qui s'en vient, je suis moins réceptive à ce qu'il y a autour. On dirait comme dans votre bulle. C'est ça. Il y a une espèce de bulle qui se ferme à un moment donné, puis le tableau se peint. L'idée évolue dans ma tête. Et dans ce temps-là, je suis comme très, très concentrée sur ça. Alors, la bulle se ferme nécessairement. C'est absolument pas volontaire, c'est comme ça. C'est ça qui aide à la créativité aussi. De pouvoir être capable de s'isoler du reste, de ne pas être distrait par tout ce qui se passe autour. C'est une des, je dirais, c'est une des forces de l'art, de pouvoir nous amener dans un autre monde. C'est merveilleux, tu sais. C'est pas tout le monde qui sont capables de faire non, ça. mais c'est déplaisant pour ceux qui vivent près de toi, par exemple. Je peux vous dire ça. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec ça. Mais c'est comme ça. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune personne qui débuterait dans le monde de la peinture pour l'encourager? Quel genre de conseils vous lui donneriez? Suivre son rêve. Suivre son rêve, tout simplement. Ça va à la vitesse que ça va. C'est pas toujours encourageant parce que, à un moment donné, on n'a pas toujours les résultats qu'on aimerait avoir. Non. Mais par contre, suivre son rêve, ne jamais le lâcher, c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui débute. C'est le conseil que j'ai eu, moi, au départ. C'est le conseil que je donnerais à des plus jeunes qui commencent, c'est sûr. Puis à un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent quand on ne lâche pas, de toute façon. Alors, c'est quoi votre prochain défi? Ou votre prochain rêve? Prochain défi, prochain rêve, probablement trouver une galerie qui me représenterait à l'extérieur du pays. Aller faire cette ouverture-là. C'est un beau rêve, je trouve. Oui, ce serait intéressant. Est-ce un pays qui vous intéresserait plus qu'un autre? Probablement plus vers l'Europe que d'autres choses. L'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est des endroits où, c'est des endroits où j'aimerais aller.
Alors, on verra ce que la vie Oui, nous ce que la réserve. vie va vous... Bien, c'était bien, c'est quand même bien parti, là. Hein? Ben, on lâche pas, on poursuit le rêve, comme on dit. Là, on va revenir pour la finale de cette interview. On va revenir à... j'ai voulu garder ça pour la fin parce qu'on va aller à l'intérieur. J'aimerais qu'on vous montre quelques-unes de vos œuvres. On ne va pas juste en parler, mais on va les voir. Et puis aussi que vous m'expliquiez, en les voyant, ce que vous appelez le symbole en peinture, parce que vous l'avez appris et vous l'avez offert comme professeur, le symbole en peinture. Mhm. Alors, on va se retrouver à l'intérieur dans quelques instants. Parce que moi, ça m'a intriguée parce que je voyais plein de paysages, des feuilles, des oiseaux. Bon, et tout à coup, je suis arrivée devant cette peinture-là qui est totalement différente des autres, avec des cadenas, des clés, des cœurs, une chaîne. Et j'avais même pas lu. Vous m'avez dit lockout. Et c'était quoi ça, lockout? Bien, en fait, cette œuvre-là, souvent, les émotions qu'on vit au jour le jour sont le tremplin d'œuvres à créer. Et cette œuvre-là a été créée lors de la séparation d'un amoureux que j'avais, et justement au retour de Tunisie. Et disons que la chaîne, c'est quelque chose que j'avais rapporté parmi mes photos de la Tunisie. Et ça a créé cette œuvre-là qui s'appelle Lockout. Lockout, ça veut dire que ben il y a une chaîne il y a un cadenas sur la chaîne, le cadenas est fermé. Il y a la clé qui est là, mais le cadenas est fermé. Alors, comme le cadenas est fermé, ça s'appelle lockout. Un peu comme quand une compagnie ferme ses portes. Alors, les employés sont en lockout. Alors, moi, c'est mon cœur qui est en lockout. Votre cœur est en lockout. Comme ça nous arrive tous à un moment donné. Fois dans notre vie. Effectivement. C'est très spécial. En tout cas, alors, pour ça que... c'était une œuvre qui me tenait ça beaucoup, beaucoup à cœur. Alors, je suis certaine qu'il y en a qui vont s'identifier à ça aussi. Bien, probablement. Probablement. Parce que tout à l'heure, vous me disiez ça, que les gens interprétaient à leur manière, et c'est sûr que vous appréciez ça. Parce que... Effectivement. Ils s'approprient l'œuvre. Ce que je disais, c'est que une fois que moi, l'œuvre est finie de peindre, ben en fait, les gens qui font l'acquisition de cette œuvre-là ne font pas nécessairement la même analyse que moi. Alors, c'est important que quand on achète une œuvre, on se l'approprie. Ça veut dire quelque chose de probablement complètement différent. Ça nous touche différemment, les couleurs nous touchent, le sujet nous touche. Oui. Et on peut se raconter sa propre histoire par rapport à ça. Ça veut dire quelque chose, et c'est pour ça qu'on l'amène chez soi. Effectivement, chez nous, parce qu'elle nous touche. Effectivement, notre intérieur, oui. Notre intérieur loyer et notre intérieur là. Effectivement. Vous vouliez me parler, on voulait parler aussi des livres, les îles du Saint-Laurent. Ben oui, venez-vous avec nous autres. Les îles du Saint-Laurent. Alors, ce sont les deux illustrations qui avaient été sélectionnées pour ces deux éditions spéciales-là. Les îles du Saint-Laurent. Et tu avais l'édition complète des écrits de Félix Leclerc, en fait. Alors, Madame Miron, j'étais très fière de vous parler, d'apprendre à vous connaître, et à travers vos toiles aussi, on apprend à vous connaître, et j'espère que les gens vont venir en grand nombre vous encourager. Merci je pense beaucoup. Que ça vous ferait plaisir, puis les gens aussi, ça leur apporterait beaucoup, parce qu'on voit ici que c'est toute votre vie qui est imprégnée là-dessus. Oui, absolument. Des petites parcelles de ma vie un peu partout. Un petit peu partout. Alors, ben, j'invite les gens à venir me rencontrer. Jusqu'au 28 juin. Jusqu'au 27 juin. 27, excusez, c'est une Alors, samedi qui vient, je serai là pour rencontrer les gens aussi de 2h à 4h. Okay. Et vendredi le 20. Je serai ici pour une peinture en direct. Alors, vous allez faire une peinture? Oui, effectivement. Alors, les gens qui veulent venir me rencontrer, qui ont des questions à me poser, voir comment je procède, qu'est-ce que je fais, ils sont bienvenus pour venir faire un petit tour. C'est intéressant. Bon à savoir. Oui. Okay. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très beau vernissage, et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Un gros merci. Alors, au revoir, mesdames et messieurs. À la prochaine.